Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine Waigolong Han Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'aller retrouver Bernard Debré à l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Debré. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau. Vous êtes un chirurgien urologue célèbre, très renommé, et un homme politique français également. Votre famille est très connue dans le paysage politique, puisque vous êtes le frère jumeau de Jean-Louis Debré, qui a été président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Votre père, Michel Debré, a été Premier ministre sous Charles de Gaulle et a rédigé également la Constitution de la Ve République, et il a également créé l'ENA. Votre grand-père, Robert Debré, a été l'un des fondateurs de l'UNICEF et également de la pédiatrie moderne. Bonjour. Votre carrière médicale ne s'arrête pas uniquement aux frontières de la France, puisque vous êtes depuis 2004 chef du service d'urologie de l'hôpital Est de Shanghai. Vous êtes également vice-président de l'Institut d'urologie de Shanghai et également professeur à l'université de Tongji. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier souvenir de la Chine, Monsieur Debré ? Alors je vais vous étonner parce que le premier souvenir de la Chine, c'est pas quand j'étais en Chine. C'est quand mon grand-père Robert Debré a été invité par Mao Tse-tung à venir le voir en Chine. Il avait 94 ans et Mao Tse-tung, qui avait entendu parler de mon grand-père qui était très célèbre dans le monde, l'avait invité. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la Chine. Mon deuxième souvenir, c'est quand j'ai fait le tour du monde. J'étais jeune, je voulais faire le tour du monde, c'était un peu une obsession, une lubie, parce que j'aime beaucoup voyager. Et je suis allé à Hong Kong. C'était pas encore la Chine, c'était encore les Anglais, mais on voyait, quand on allait aux frontières, on voyait la Chine. Et on nous disait, regardez, ce pays, ce continent, très fermé, c'était en 1967. Et puis enfin, j'ai pu y aller. Alors j'ai pu y aller d'abord en visite, à Pékin, où j'ai rencontré un certain nombre de Chinois, d'amis et de professeurs de médecine. Et c'est là qu'a pris corps l'idée de créer un service d'urologie à Shanghai. Donc je suis allé à Shanghai et j'ai commencé à opérer dans les services de chirurgie. Et le professeur Liu, le docteur Mao Kaili, d'autres encore m'ont dit il faudrait créer un service d'urologie. Parce qu'il y avait un réel manque. Il n'y avait pas encore de service d'urologie, mais vous savez, c'est comme en France, on n'avait pas isolé l'urologie des services de chirurgie générale. Vous y allez chaque année, plusieurs fois par an avec vos Alors, équipes. j'ai créé ce service, c'est-à-dire que j'ai apporté le matériel et j'ai, avec ma fondation, payé tout le matériel nécessaire pour créer ce service. Et j'ai commencé à opérer dans mon service avec mes amis chinois et des équipes françaises, aussi bien des infirmières, des infirmiers. C'est pas que la Chine avait besoin d'infirmiers et d'infirmières, c'est parce que je pense qu'il est fondamental que les Français, d'où qu'ils viennent, donc qui venaient de mon service, connaissent, se lient d'amitié et forment une grande équipe avec cette équipe chinoise. Et nous avons ainsi formé des équipes franco-chinoises. Des équipes franco-chinoises, c'est très important parce que j'ai reçu à Cochin un professeur chinois qui est resté 7 ans, un autre qui est resté 3 ans, une infirmière qui est restée 2 ans, d'ailleurs elle s'est mariée avec le professeur chinois qui était en France, ainsi de suite. Il y a tout le temps à Cochin des représentants de l'hôpital Est ou même du First People Hospital de Shanghai. Donc en plus d'avoir apporté le matériel et aussi une partie du financement, vous avez contribué aussi à un échange de savoir avec les médecins chinois, les infirmiers chinois. On peut dire jusque-là combien de personnes ont été opérées, sont passées par ce service? Non, ça fait 15 ans. Donc, il y a une évolution. Il y a toujours eu beaucoup de monde et ça je ne peux pas. Et de plus en plus. Vous avez de plus en plus et on ne les compte pas. Des centaines. Et concrètement, au quotidien, votre coopération avec ces équipes chinoises, vous y allez plusieurs fois par an, vous y allez maintenant en tant que chirurgien, vous continuez à opérer, vous êtes plus coordonnateur, maintenant vous supervisez l'ensemble des opérations? Non, je fais les deux. Il faut quelqu'un qui supervise, j'ai toujours supervisé, j'étais chef de service à Paris et à Cochin, donc il y a évidemment de l'administration à faire et puis à superviser les uns et les autres. Mais j'opère aussi. Vous imaginez que je peux m'arrêter d'opérer? Non.
Et selon vous, quelles sont les grandes différences, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais différences majeures entre un patient qui se fait soigner en Chine et un patient qui se fait soigner en France, dans le système, on va dire, de l'hôpital? Quelles sont fondamentalement les... D'abord, il n'y a pas de différence de technologie. D'accord. Les Chinois et les Français opèrent de la même façon aussi bien. Chirurgie moderne, même Mais bien entendu. Attention, chirurgie moderne, oui. Mais moi, je voudrais qu'on développe en France la chirurgie traditionnelle chinoise, c'est-à-dire l'acupuncture, et je pense qu'il est important de justement développer cette médecine chinoise parce qu'elle est trimillénaire et qu'on ne peut pas dire qu'elle ne serve à rien, au contraire. Bien sûr. Donc, dans le service de Shanghai, chez la chirurgie ultramoderne, là, je vais apporter le dernier laser qui a été fabriqué pour opérer, et ça, je crois que c'est important. Nous aurons bientôt un robot opératoire dans l'hôpital Est. Il y en a ailleurs dans d'autres hôpitaux en Chine, mais je pense qu'il est important qu'on soit aussi le service le plus moderne de Shanghai. Bien sûr. Donc maintenant, on va aborder quand même un épisode dramatique de la Chine, parce que vous faites aussi beaucoup de missions humanitaires. Oui. On va revenir sur Sichuan en 2008, le terrible séisme qui a eu lieu et qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. À l'époque, vous êtes intervenu très rapidement avec vos équipes sur place. Quelles ont été vos actions? Avec mes équipes franco-chinoises. Franco-chinoises, et c'est ça qui est tout à fait important. Dès qu'on a appris qu'il y avait un séisme, on est arrivé. Directement à Shanghai. De Shanghai, nous sommes allés dans le Sichuan pour aller aider à opérer et apporter ce que nous pouvions apporter. Nous sommes restés un certain nombre de jours. C'est vrai que c'était dramatique. J'ai vu des infirmières françaises pleurer devant cette misère, devant ce malheur. Mais j'avoue aussi que c'était admirablement bien fait. J'ai pris quelques photos, on a fait des reportages. L'armée chinoise était là pour sécuriser, les médecins étaient là. On avait, je ne sais pas si vous le savez, chaque province chinoise avait une partie de cette zone sous sa responsabilité. Donc la province de Shanghai avait une partie, les autres, et c'était admirablement bien fait. Pas dire que c'est mal fait ailleurs, mais c'était bien fait. Il y avait des psychologues, il y avait... c'était très ordonné. C'était extrêmement ordonné. C'était aussi, malheureusement, très difficile parce qu'il y avait eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Il faut bien comprendre que quand on arrive, ce sont surtout les blessés que l'on va traiter et rapidement. Dans une interview que vous aviez donnée, donc peu de temps après les séismes, vous gardiez le souvenir d'une jeune fille de 17 ans qui a perdu une jambe et qui, malgré ce drame, gardait le sourire et était totalement optimiste. Est-ce que vous avez pu la revoir, vous avez repris contact avec elle depuis ce séisme? Un an après. Oui. Et effectivement, c'était très émouvant parce que c'était une serveuse dans un bar. Elle avait été gravement blessée, amputée, et on a discuté avec elle. Elle avait le sourire. Et elle nous disait, la vie continue, il faut continuer. Et il fallait bien sûr l'appareiller, je l'ai revu un an après. Vous avez été, on va dire, vos équipes ont été presque l'un des premiers, on va dire, les premiers même à intervenir sur place. Et nous, en tant que Français ici, on a eu des images tardivement par rapport aux médias. Voilà. Est-ce que pour vous, ce que vous avez vu là-bas sur place, ce que les médias ont filmé, ont traité, reflétait bien la réalité? Est-ce qu'il y a eu... C'est difficile pour une télévision de ne pas refléter la réalité. D'abord, la réalité, elle était très spectaculaire. C'est difficile de dire ça parce que c'était des morts et des blessés. Mais quand on a vu les tentes rangées admirablement bien, avec des évacuations des eaux usées, avec des psychologues, avec des militaires, la sécurité, la psychologie, l'hôpital était un peu rudimentaire parce que c'était un hôpital de campagne. Il faisait très chaud, souvenez-vous, il faisait très très chaud. Mais moi j'ai fait beaucoup d'opérations humanitaires pour des tremblements de terre. Pakistan, l'Algérie, je n'ai jamais vu une sécurisation, une administration aussi bien agencée. J'étais très surpris. Les photos que j'ai ramenées,
les films que j'ai vus, puisque j'avais, je crois, un journal français qui a fait un reportage, c'était tout à fait remarquable. Et puis j'étais très ému, que voulez-vous, quand on voit cette jeune femme qui a la jambe amputée, mais il y en a d'autres que j'ai vus aussi. Et puis on avait évidemment pris avec nous des milliers de jouets pour les enfants. C'était très émouvant. Parce que c'est là qu'on voit finalement. Quand on est chirurgien et quand on va aussi faire des opérations militaires, il n'y a pas de différence entre les hommes. D'abord, heureusement, quand on ouvre le ventre, c'est toujours pareil. Quelle que soit l'origine de l'homme ou de la femme, toujours pareil. La rate, le rein, le foie, toujours pareil, au même endroit, etc. Donc déjà, vous voyez, on ne peut pas être raciste. Pas possible. C'est absurde. Deux, la détresse est toujours la même. La tristesse est toujours la même. Et la joie aussi. Et quand on sait communiquer avec un homme, une femme de quelque pays que ce soit, on va communier avec cet homme et cette femme dans sa joie ou dans sa tristesse. Et quand on peut apporter quelque chose, quand il y a une tristesse et un malheur, quand il y avait eu ce tremblement de terre, on apportait quelque chose, et évidemment, on était là au service d'eux. Et moi, dans ma famille, on m'a appris à utiliser le mot être au service d'eux. C'est pas du tout péjoratif. C'est mon grand-père qui était au service des enfants du monde en créant l'UNICEF, en faisant de la pédiatrie et découvrant des dizaines de maladies qui portent son nom. C'est mon père qui était au service de son pays quand il était Premier ministre, ou même quand il a fait la résistance, quand il était avec le général de Gaulle. C'est mon frère, c'est moi, c'est d'autres encore, au service d'eux. Ben, c'est pas déshonorant, au contraire. Ben, quand on va là-bas, on est ensemble, Chinois et Français, au service des autres. Depuis ce drame, j'imagine que vous avez été plusieurs fois à Sichuan, vous avez vu quand même cette ville se redresser. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution? Alors, je suis revenu donc juste l'année suivante, et puis plusieurs fois. Pourquoi? Pour voir justement comment on avait reconstruit ces villes. Je vous dirais, parce que je ne mens jamais, il y avait eu quand même vraisemblablement, quelques malfaçons avant. D'accord, c'est-à-dire? Ben, ça veut dire que normalement, ça aurait dû être des bâtiments antisismiques. Oui. Bien, et j'ai vu les officiels chinois qui eux-mêmes m'ont dit, là, il y a eu des problèmes. Et quand je suis revenu, j'ai vu la reconstruction avec des méthodes antisismiques. J'ai même vu un nouvel hôpital absolument formidable qui avait été construit avec une vitesse merveilleuse. Et j'ai vu les habitants relogés et heureux. Cela dit, c'est quand même une zone sismique et les gens ont quand même un peu peur, mais les bâtiments sont antisismiques. Et vous avez aussi, grâce à vos efforts, il y a un hôpital chinois de Shanghai qui est maintenant pris en charge par la sécurité française, sécurité sociale. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus pour créer cet échange, justement? Dans notre hôpital, l'hôpital Est, nous avons, à la demande du professeur Liu, qui est le président, et d'autres encore, nous avons et nous soignons des étrangers. Il se trouve que, pour les Français, on pouvait envisager qu'ils soient pris par la sécurité sociale française. Donc nous avons passé un accord pour que les Français qui sont et seront soignés à l'hôpital Est soient pris en charge. C'est tout à fait fondamental, non seulement pour l'hôpital Est, parce que ça apporte des malades, et ça donne une renommée à l'hôpital Est, mais aussi pour les Français qui quelquefois sont un peu déroutés. Vous savez, quand on est malade dans un pays étranger, qu'il n'y a pas la sécurité sociale ou qu'il faut faire des papiers à n'en plus finir, c'est quelquefois compliqué. Eh bien là, ça devient beaucoup plus simple et je pense qu'il faudra généraliser à d'autres hôpitaux cette coopération entre la sécurité sociale française et la Chine pour sécuriser, je dis psychologiquement, les Français. Ils sont malades, ils sont soignés, ils sont remboursés en France. On comprend, vous avez beaucoup contribué.
aux échanges, notamment au niveau de la médecine. Et vous avez reçu aussi à 2 reprises, en 2007 et 2012, le prix Magnula, qui récompense les personnalités étrangères qui ont activement contribué au développement socio-économique de Shanghai. Alors là, on comprend que vous avez un lien particulier avec Shanghai, puisque vous avez aussi écrit en 2010 un livre, Le Petit Roman de Shanghai, dans lequel vous... Ah, voilà, très bien, si on peut regarder, dans lequel vous parlez de votre amour quand même pour Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît tant dans cette ville et que vous ne retrouvez pas ailleurs? Comment vous vous sentez que vous êtes à Shanghai? Vous savez, c'est une ambiance tout à fait extraordinaire et évolutive. Puisque Shanghai, quand j'y suis allé il y a 15 ans, pour la première fois, n'était pas le Shanghai d'aujourd'hui. Mais il y a cette ambiance. Cette ambiance, c'est quoi? D'abord, la gaieté. Gaieté, elle se voit partout, dans les rues, dans les bars, dans les restaurants. Il y a une gaieté qui est très réconfortante. Et il y a surtout un melting pot. C'est-à-dire que vous avez toutes les nations qui sont représentées. Bien sûr, la France, mais il y a aussi l'Allemagne. Alors, je ne vais pas continuer et vous énoncer. Et ça, c'est extrêmement réconfortant. Parce que vous avez le monde entier qui est représenté à Shanghai. Vous avez vous-même votre fils qui a vécu 3 ans? Mon fils a vécu 3 ans, il parle chinois, il est à Singapour depuis 10 ans maintenant, mais il va à Shanghai, il est comme moi. Il adore Shanghai, il a tellement d'amis à Shanghai, des amis shanghaïens, de toute nationalité. Alors il y a évidemment des anniversaires, et il prend l'avion pour aller de Singapour à Shanghai, pour aller voir ses amis, il passe des vacances à Shanghai. Évidemment, on est bien. Et quel est l'endroit, le quartier, ou peut-être simplement un monument que vous appréciez tout particulièrement à Shanghai, votre lieu préféré? Si jamais on devait faire découvrir Shanghai à une personne qui n'y connaît pas, où est-ce que vous lui conseilleriez d'y aller? Bah écoutez, j'irai à People Square parce que j'aime beaucoup People Square. De temps en temps, je vais me reposer un peu devant, dans ce square. Je trouve qu'il est assez symbolique parce que c'est un havre de paix au milieu d'immenses buildings. Et c'est vrai que je m'y reconnais. Je suis bien à cet endroit-là. J'aime beaucoup aussi, bien entendu, le musée de Shanghai, l'opéra, et je vous dirais que mon oncle Olivier Debré, qui est un peintre extrêmement célèbre, a peint le rideau de l'opéra de Shanghai, de Hong Kong, de Tokyo, etc. Même le rideau de la Comédie Française à Paris, très connu. Et c'est vrai que je suis allé à l'opéra, j'ai écouté, il y a une vie, bon voilà, alors vous me demandez l'endroit, ben, c'est People Square, mais c'est aussi ailleurs. Il ne faut pas réduire Shanghai à People Square ou à... C'est un tout. C'est un tout, le Bund, je vais là-bas me promener, il a beaucoup changé, puisqu'il a été refait il n'y a pas longtemps, mais se promener, et puis surtout l'histoire. C'est extrêmement intéressant de se sentir, et on se sent immédiatement pris par l'histoire. Voilà, j'aime. Vous avez un lien tout particulier avec Shanghai, Oui. voilà, qui ne reste pas que professionnel, hein, puisque vous avez des liens personnels. Et dans votre livre, il y a en annexe la cuisine des saisons. Donc on parle de gastronomie là. J'imagine que vous êtes un fin gastronome. Il y a donc 4 plats typiques correspondant aux 4 saisons. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ces plats? Ou simplement parce que nous parler j'ai changé d'idée depuis, parce que c'est vrai que quand je vais opérer à Shanghai, je vais toujours une journée ou deux opérer dans une autre ville, quelquefois très éloignée. Et j'ai découvert depuis cette cuisine absolument incroyable qui est tellement différente d'une région à l'autre. Dans le Sichuan, par exemple, c'est très épicé. À Pékin, à Shanghai, c'est très différent. Mais, je vais vous faire un aveu, depuis une trentaine d'années, tous les dimanches, avec ma famille, et elle s'agrandit parce que mes enfants se marient, mes petits-enfants sont encore un peu jeunes. Nous allons dans un restaurant, toujours le même, qui est un restaurant chinois. Alors, ne nous trompons pas, parce que les restaurants chinois en France, c'est thaïlandais, vietnamien, chinois.
Mais nous avons ce rituel qui fait que nous allons dîner dans un restaurant qui sert des plats asiatiques, en particulier chinois. D'accord. Et pour revenir un tout petit peu à la gastronomie, est-ce que j'imagine que vous avez connu tellement de provinces, tellement de régions, vous avez goûté à beaucoup de choses en Chine. Est-ce que vous avez néanmoins quand même un souvenir tout particulier lié à un plat ou une histoire derrière un plat qui vous a particulièrement plu? Est-ce que c'est plutôt épicé? Est-ce que vous... Non, j'aime tout. De tout. Et non, je dis pas ça pour vous faire plaisir, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai été élevé comme ça. Quand j'étais jeune et que je disais à ma mère, eh bien, je l'avais pendant 8 jours. Et donc, j'ai, mon goût s'est formé, et je suis très, très intéressé par la cuisine en général. C'est pas une obsession. Très intéressé, pourquoi? Parce que ça traduit quand même un pays multiple comme la Chine, mais ça traduit aussi les efforts des femmes, des hommes, pour présenter des plats, et on voit à travers la nourriture certains caractères. Alors, je ne peux pas dire que j'aime particulièrement tel ou tel. C'est vrai que maintenant, alors est-ce qu'il faut le regretter ou pas? Quand on va avec des amis chinois dans des grands restaurants, c'est devenu une cuisine qui est un peu normalisée. Alors vous avez le saumon fumé, c'est un peu dommage. On a oublié que dans telle saison, il y a des crabes des rivières avec des crabes poilus qui sont extraordinairement bons. Mais malheureusement, on va dans des restaurants où on sert une cuisine, j'allais dire, aseptisée. C'est la cuisine que vous pouvez avoir à Paris, Londres, New York ou Shanghai. Alors elle n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas cette âme qui fait que quand on va dans le Sichuan, quand on va dans différentes villes, vous avez une cuisine qui est plus typique, plus locale, plus du terroir. Alors ça peut être du poisson quand on est au bord de la mer, et c'est vrai avec les baguettes que je manie normalement, hein, mais ça peut être aussi beaucoup de porcs. Vous avez des villes où on voit des porcs qui sont sur les étals des marchands. Vous avez des villes où vous avez des tout petits restaurants. Et je vais dans ces tout petits restaurants, à 2 ou 3, et c'est la nourriture normale. Alors, que ça soit les mêmes, que ça soit vous savez, quand on parle aux Français, ils parlent du canard laqué. Mais ça ne veut rien dire, il y en a tellement de différents. Il y a un canard laqué qui vient de Shanghai, de Pékin, d'ailleurs, etc. Moi, je suis là, très ouvert, et j'aime beaucoup cette nourriture. Voilà. Alors, pas tout, parce que il m'est arrivé de temps en temps d'avoir des petites surprises. Fois des surprises. À Nanchang, par exemple, une petite surprise sur une soupe que je ne m'attendais pas à avoir, mais on s'y habitue. On le comprend. Vous avez été à de nombreuses reprises en Chine. Est-ce que vous y allez pour le plaisir personnel, pour les vacances, ou c'est toujours, ça reste dans le cadre quand même professionnel, vous y allez pour opérer et vous bougez de province, de ville en ville, ou vous y allez vous-même, comme ça, simplement pour des vacances, pour aller en Chine? Ah, les deux. Quand je vais uniquement pour repas, la dernière fois, je suis resté 4 jours. Hein. Donc c'est très court. Mais quelquefois, je peux rester plus longtemps. Alors, ma femme vient, mais mon fils, qui vient de Singapour, vient. Lui, il parle chinois, il adore la Chine, il a une culture. Il se sent comme chez lui. Une culture. Non, on ne se sent jamais comme chez soi nulle part. Sauf chez moi, dans mon appartement. Alors là, c'est très dangereux de se sentir comme chez soi. Il faut toujours avoir l'imagination, il faut toujours avoir la culture, l'intérêt, regarder, essayer de comprendre, parce qu'on en apprend tous les jours. Quand vous êtes à Shanghai, vous découvrez Shanghai tous les jours. Quand vous êtes à Ningbo, par exemple, vous découvrez tous les jours.
Et on ne peut pas se sentir chez soi, même si on est admis et quasiment chez soi. Mais c'est pareil en France. À part mon appartement, ma maison, je me sens pas chez moi. Je regarde les yeux ouverts en disant que c'est beau. Le monde est beau, vous savez. Tout le monde est beau et il y a toujours quelque chose à voir et à apprendre. Et est-ce qu'il y a d'autres régions en Chine que vous ne connaissez pas, mais que vous aimeriez connaître? Alors, est-ce que c'est les montagnes, Huangshan? Alors, Qu'est-ce que j'ai souhaitez-vous? promis que j'irai, mais ne le dites pas, parce que ma femme ne veut pas. Je veux aller au Tibet. Le professeur Liu, qui est un de mes amis maintenant, m'a dit qu'on irait sans le dire à ma femme, ni à mes enfants. Je voudrais aller à Mandchourie, que je ne connais pas bien. D'accord. Voilà. Et vous voulez y aller pour découvrir les paysages? Mais oui. L'histoire. Mais attendez, quand on est, comme moi, féru d'histoire, comme mon fils, qui connaît absolument, il a une licence d'histoire, c'est absolument formidable de dire, c'est là que ça s'est passé. Quand on va sur la Grande Muraille, alors pas la Grande Muraille où il y a 3 millions de visiteurs, etc., il y a des endroits qui sont plus particuliers. C'est très émouvant. Parce que vous vous dites, mais attendez, ça a été construit quand, comment, par qui? Ça, elle a été usée par le temps, mais elle a aussi... c'est formidable. Et vous avez en Chine, mais ailleurs aussi, mais vous avez en Chine toute une histoire. Quand vous allez place Tiananmen et que vous allez voir la cité interdite, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous vous dites que vous allez fouler les dalles qui ont été foulées par les empereurs, les concubines, les enfants, etc. C'est assez extraordinaire à voir. Moi, je suis fasciné par l'histoire que l'on touche. Oui. L'histoire que l'on voit vivre devant soi. Parce que la cité interdite, malheureusement, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, mais voulez-vous, ils ont le droit d'y aller, il faut bien qu'ils connaissent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais mon rêve, ce n'est pas ce que j'ai fait avec Jacques Chirac quand il y a eu le grand concert de Jean-Michel Jarre. Je trouvais que c'était un petit peu dommage de mettre, vous ne l'avez pas vu, mais il y avait des sculptures qui n'en étaient pas, la musique n'était pas une vraie musique. Bien, j'aime bien Jean-Michel Jarre, mais pas là. Votre rêve? Mon rêve, c'est d'avoir la cité interdite, pas pour moi, mais avec des amis, sans trop de monde, écouter de la musique chinoise, de regarder des danses et d'être au calme. Moins d'agitation. Mais ça, je ne le ferai jamais, puisque... Peut-être qu'on vous le proposera, Non, puisque... jamais, jamais. Et je ne vais pas interdire aux touristes d'y aller, mais c'est vrai que, vous voyez, la nuit qui tombe, la musique, les danses, être allongé dans un endroit où on peut regarder, voir défiler devant vous ces danseuses qui sont admirables, parce que c'est vrai, les chants qui sont tellement typiques, tellement différents des chants européens. Voilà, un petit rêve. Donc, on le comprend, vous avez des liens très très forts avec la Chine et particulièrement avec Shanghai. On imagine que c'est par rapport à votre histoire familiale, puisqu'on le rappelle, votre père a été Premier ministre sous Charles de Gaulle. Il a travaillé donc aux relations, à la création des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il a été le premier à les établir. Non, il n'a pas été le premier à les établir. Il les a préparés avec le général de Gaulle et ça a été après sous Pompidou. D'accord. Et quel regard est-ce que vous portez sur justement cette évolution, donc de l'époque où votre père travaillait pour, même si vous étiez petit à l'époque, et est-ce que de nos jours l'évolution qu'on peut porter, quel regard est-ce que vous portez sur... Mais c'est un regard très mélangé. D'abord une fascination, parce que je me souviens avoir reçu, j'étais juste nommé professeur, donc c'était dans les années 79, des professeurs chinois, une femme et 2 hommes qui arrivaient de Pékin. C'était très curieux à voir parce qu'ils étaient en uniforme
gris avec le col Mao, la faucille et le marteau. Et nous, on regardait ça avec un peu de condescendance. On disait, oh, les pauvres, ils sont habillés tous pareils. Pour nous, la Chine, c'était un endroit complètement fermé, où il y avait eu la révolution culturelle, il y a eu des drames, etc. C'était pas du tout notre culture. Et on a vu ces 3 professeurs. Mais je vais vous raconter quelque chose qui est assez fascinant. Il y avait parmi les professeurs une femme qui nous a dit, moi j'ai maintenant découvert. Alors, c'est là où il y a quelque chose qui nous avait choqué, nous, Français, grâce au président Mao, grâce au président Mao, nous avons découvert un nouveau médicament contre le paludisme. Donc on ne l'a pas écouté. Oui, mais elle vient d'avoir le prix Nobel pour justement ce médicament, l'artémisine. Oui. Et cette femme était une femme extrêmement intelligente qui avait découvert justement ce médicament. Et l'autre qui disait la même chose, qui disait grâce au président Mao, c'est tout. Pour nous, Français, c'était pas possible, on ne comprenait pas. Et il nous a dit, j'ai découvert un médicament pour traiter telle et telle leucémie. Ben c'est vrai. Alors on les a pas cru au départ, et ils ont été reconnus par la communauté internationale, ce qui était une belle chose. Alors qu'est-ce que je vois ? Je vois, la première fois que j'y suis allé, moins de sourires, plus d'uniformes, et puis évidemment moins de bâtiments. Et puis tout d'un coup, ça a explosé. Des sourires, les femmes sont habillées, pardonnez-moi de parler uniquement des femmes, mais je ne regarde pas comment sont habillés les hommes, et vous avez des femmes qui sont habillées magnifiquement bien, qui sont habillées quelquefois moins bien, comme dans tous les pays du monde, avec des jeans troués, etc., des coiffures quelquefois teintes, mais il y a ce sourire un peu exubérant, ce sourire, cette joie de vivre. On va dans un café, on a des cafés, on va à Titandi prendre des cafés, on voit tout le monde, on va se promener, et puis quasiment tous les 6 mois, j'y vais 6 fois par an, mais au bout de 6 mois, il y a 3 bâtiments de plus, il y a 2 restaurants qui ont fermé, mais il y en a 6 qui ont ouvert. C'est un tout petit peu écrasant mais on y va, on dit on va aller voir parce que ça va changer. Et on revient en France en disant pour nous c'est plus calme, mais c'est quand même absolument extraordinaire à voir. C'est la fin de votre émission Vision Chine, Waikolun Kan Zhongguo. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode.